Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit point sur les infos mercato au PSG, même s'il n'y en a pas beaucoup en ce moment, on va pas se mentir, ce qui fait vivre l'actu du club, c'est des déclarations. À commencer par celle de nos indésirables, Herrera, Paredes, Icardi, en bon influenceur qu'il est, il l'a fait évidemment en story Instagram, à savoir démentir les rumeurs de départ. Et Luis Campos se retrouve face à un mur, et deux, son plus grand défi au PSG, vendre, faire un grand ménage, et pour ça, il sera épaulé d'Antero Henrique, ça on le sait tous. Et puis en plus, tu as Presnel Kimpembe, comme si on n'en avait pas assez, qui est venu faire pression sur sa direction dans une déclaration avec l'équipe de France, où il dit, en gros, j'arrive à 27 ans, faut reparler du contrat, est-ce qu'il veut des garanties sportives? Est-ce qu'il veut un salaire plus conséquent? Allez savoir, il y a d'ailleurs une information qui a dit qu'il veut tout simplement se rapprocher de Marquinhos dans la grille salariale. Marquinhos qui a 1 million par mois et lui qui est à 700 000. C'est compliqué. D'un côté, c'est légitime, quand tu vois la hiérarchie des salaires, c'est légitime qu'un Kimpembe te dise « Bah ouais, mais il y en a, ils touchent autant que moi, voire plus, alors qu'ils jouent moins, apportent beaucoup moins au club. » Mais le problème, c'est que justement, ces joueurs-là, on doit les dégager et on ne peut pas revaloriser un Kimpembe en l'état actuel des choses. Moi, personnellement, je fais partie des gens qui disent à Kimpembe « Mais regarde-toi dans la glace avant de venir parler de ta direction. » On t'a mis certes Sergio Ramos dans les pattes l'été dernier. Bon, au final, ces blessures t'ont bien sauvé parce que tu as continué à jouer. Et franchement, merci Pochettino là-dessus parce que tu avais Thilo Kehrer qui faisait de bonnes prestations en défense centrale. Abdou Diallo aussi, même si, bon, il y a eu les blessures, la canne et tout ça. En défense centrale, en décembre, par exemple, il fait des bons matchs. Et ça n'aurait pas été illogique, à certains moments de la saison, de voir un des deux passer devant Kimpembe. Parce que son début de saison est cataclysmique. On sait qu'il avait eu ses problèmes perso, pas de problème, on accuse le coup. Ensuite, il faisait quelques petites erreurs, notamment contre Leipzig. Au Bernabeu, il est comme tout le monde, présent physiquement, mais mentalement complètement sur une autre planète, à l'ouest complètement. À la relance, il prend plus de risques. Sur les centres, j'en parle même pas, la gestion des duels aériens, c'est très compliqué. Et c'est pas son bon match avec le brassard de l'équipe de France hier contre la Croatie qui va nous faire changer d'avis en fait. Donc aujourd'hui, en l'état actuel des choses, après les 2 saisons qu'il nous a pondues, et quand tu sais son talent et son potentiel, tu vas pas le revaloriser comme ça, le garçon, en fait. Voilà, ça viendrait pas du tout s'inscrire dans ta logique, qui est évidemment de remettre un petit peu d'ordre dans ta grille salariale. Donc voilà un petit peu mon avis sur Kimpembe. Et de l'autre côté, envisager une vente, bon, pour moi, c'est absolument pas la priorité. S'il faut faire de l'argent en défense, faisons plus 25-30 millions sur un Abdou Diallo ou un Thilo Kehrer, je suis persuadé qu'ils vont attirer un ou deux clubs cet été, que sur Kimpembe. Après, comme je l'ai toujours dit, s'il y a quelqu'un qui arrive et qui te propose, je ne sais pas, 60 millions minimum pour Presco, bah là tu réfléchis quand même, tu t'assois. Parce que derrière, en fait, tu as des possibilités de bien réinvestir cet argent. Quand tu sais que la charnière avec Marquinhos, je l'ai toujours pensé, n'est pas complémentaire, et que Kimpembe a un petit peu une forme de stagnation ces dernières années. Mais dans tous les cas, voilà, c'est pas le premier sur qui il faut tomber. Mais je vous avoue quand même que là, je prends un petit peu le parti de la direction du club, qui n'a pas trop apprécié sa déclaration, parce que je la trouve un petit peu malvenue. Voilà. Bref, dans tous les cas, bon, alors les 3 autres, j'en parle même pas. Alors eux, ils sont beaucoup plus rapides pour démentir les rumeurs que pour être disponibles sur le terrain. Ander Herrera, ça l'a envoyé à Bilbao, terminé dans la journée, story Insta. Icardi idem. Et Paredes, dans les médias, il a dit c'est pas le moment de partir du club. Bah ouais, mais mon garçon, t'es en fin de contrat la saison prochaine. C'est comme Thilo Kehrer, il faut faire un choix dès cet été. Et tous ces gars-là doivent évidemment partir. On va s'arrêter sur Icardi parce que le sujet de la vidéo, c'est l'attaque. Grand chantier pour le PSG, qui a déjà la moitié de ses mots qui sont guéris avec la prolongation de Kylian Mbappé, on va pas se mentir. Il y a 2 priorités pour moi. Enfin, il y en a une qui est plus grande que l'autre. Remplacer Di Maria déjà par un ailier virevoltant, pour moi bon à la finition, qui fait quelques statistiques quand même. Bon sans ballon, ça c'est important, avoir un joueur qui sait jouer sans ballon parce que en attaque on en a peu, voire pas du tout. Et évidemment, qui a le bagage technique pour se connecter avec ses partenaires au PSG. Donc, première priorité, ça. Un ailier pour remplacer Di Maria. Jeune, évidemment. Tu vires Di Maria à 34 ans, c'est pas pour prendre un mec de 30-31 ans. Tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, là, pour moi, c'est pareil, une évidence, mais un bonus parce que avant, tu as quand même le milieu de terrain, la défense centrale, gérer ton poste de gardien. Et pourquoi pas prendre des latéraux remplaçants, mais un buteur. Voilà, un vrai buteur, profil atypique. Le problème, c'est que ça dépend d'un départ d'Icardi, qui est très clairement aujourd'hui la pire recrue de l'RQSI. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire ça. Le garçon a coûté quand même 55 à 65 millions d'euros, si on est gentil. Coûte 10 millions par an.
est arrivé avec évidemment un espèce de storytelling vis-à-vis de Cavani qui ne fait que renforcer la frustration, tout comme c'est, allez, 4 premiers mois, hein, parce qu'Icardi, on va pas nous la faire. Hein. Il fait pas 6 bons mois quand il arrive. Déjà, il arrive fin août, il commence à la mi-septembre, et à la fin de l'année civile, ça y est, il n'y a plus personne. Hein. Et derrière, sa seconde partie de saison, elle est nulle. Il est mauvais. Déjà, Cavani lui passe devant dans la hiérarchie. Et ensuite, donc, on lève évidemment l'option d'achat. Pour l'option d'achat, le problème, c'est le timing. En fait, tu la lèves dès le début du mercato, ça n'a même pas commencé, fin de confinement, et tu sais très bien que tu es en train de griller tout ton budget mercato. Du coup, derrière, tu te retrouves en septembre avec un creux dans tes finances et une impossibilité de dépenser, quoi. Parce que c'est vrai que 60 millions, c'est pas rien. Surtout avec les 10 millions de contrats. Donc évidemment, le salaire est gigantesque. Quand il arrive, on va pas se mentir, certes, il était au placard avec l'Inter Milan, mais il a montré qu'au top de sa forme, c'est de la classe mondiale. Un profil atypique quand même. Hein. C'est vrai que c'est quand même... voilà, Tourelle en voulait pas. Dès le début, tu pouvais voir qu'en fait, c'était un exemple, comme tous les autres, des discordes en fait entre Tourelle et Leonardo, un directeur sportif qui impose des joueurs que l'entraîneur ne veut pas, parce que Tourelle n'en voulait pas, et puis ensuite, j'en parle même pas, le mec surpoids, les histoires avec Wanda, on rappelle qu'il a pris des RTT pour tromperie, des matchs mais absolument cataclysmiques, et même pas une volonté, je sais pas, Sarabia par exemple, il fait une saison moyenne, hop, tout de suite il se barre au Sporting Portugal, il fait pas de bruit, il va faire sa grosse saison, ses statistiques et son temps de jeu, lui il en a rien à branler quoi. Il te dit aujourd'hui je veux rester et être disponible. Mais disponible pourquoi? Tu sers à rien. T'es complètement perdu en fait. Voilà, et la moindre des choses vis-à-vis du club en fait, qui t'a quand même fait confiance, donné un gros salaire et surpayé jusque-là, et en plus tu as accordé tes RTT et tu as toujours protégé. On rappelle la protection médiatique du club vis-à-vis quand même d'Icardi et de son clan. Parce qu'on n'a jamais fait de communiqué de je ne sais quoi, on n'a jamais mis le feu. Hein. Ce sont les médias qui sont emparés des affaires à chaque fois, mais Leonardo l'a toujours surprotégé. C'est vrai que c'est compliqué. Là, aujourd'hui, s'en séparer, c'est carrément impossible. Pour moi, il n'y a qu'une seule option, c'est la rupture de contrat, en fait. Il n'y a que ça. À la limite, en janvier, tu avais la Juventus, qui a joué au bluff avec nous en nous disant on n'a pas de sous, on peut pas, pour au final aller caler des dizaines de millions sur Vlahovic. Après, pas de problème, c'est tout à leur honneur, ils ont plus que raison. Mais dans tous les cas, rupture de contrat ou rien, en fait, avec ce genre de gars. C'est comme Ander Herrera, en fait. Après Herrera, bon, t'as Bilbao peut-être, effectivement, comme ça a été dit, mais c'est compliqué. Et le problème de la rupture de contrat, c'est qu'il faut trouver une bonne raison. Hein, en France, évidemment, t'as un petit peu des lois qui régissent le droit du travail. Et le mec, c'est sûr et certain, si tu fais la rupture de contrat, j'y connais rien, je suis pas avocat, je suis pas juriste, mais c'est sûr qu'il va t'envoyer au prud'homme, ça va durer des années pour toucher son chèque, comme d'habitude. C'est sûr et certain. Un petit peu comme avec Hatem Ben Arfa. Mais c'est vrai que là, Luis Campos, franchement, hein, c'est très très chaud. C'est très très chaud. Et personnellement, j'ai un petit peu peur. J'ai un petit peu peur là-dessus parce que c'est la priorité en fait. Tu peux associer n'importe qui au club dans le sens des arrivées, il se passera rien tant que tu n'auras pas fait ton ménage en fait. Et c'est surtout que le message le plus fort que tu puisses envoyer aujourd'hui, c'est par des ventes, c'est pas par des achats. Parce que les achats, c'est bon. On est vacciné, on a la jurisprudence. Les gros mercatos qui ne se traduisent pas sur le terrain, on les a connus, pas plus tard que la saison dernière. Voilà. Bon, dans tous les cas, dans cette vidéo, on a quand même une vraie information. Parce que le grand Gianluca Di Marzio, référence italienne et surtout mondiale lors des périodes mercato, a repris sa fameuse émission hier soir. Et donc, il y allait de son information sur le PSG. Il a associé un attaquant. Un attaquant de Serie A qui a 23 ans, qui est très grand, et qui est Gianluca Scamacca. Alors, d'abord l'info, il a dit que Luis Campos était à Milan hier, et qu'il y a des émissaires du club qui ont rencontré Scamacca ou ses représentants, son entourage, pour discuter. En gros, il y a intérêt du PSG pour le buteur, qui est évalué à 30 millions sur Transfermarkt. Il a un contrat jusqu'en 2026, donc il y a beaucoup d'années à racheter, 4, et évidemment des clubs intéressés. Je crois qu'il y a Arsenal et d'autres gros clubs. Ça parle d'une quarantaine de millions d'euros. En gros, tu es sur un dossier similaire en fait à Hugo Ekitike de Reims. D'ailleurs, pour lui, ça parlait d'un accord avec Newcastle. Ça s'est un petit peu calmé hier parce que le joueur est un petit peu réticent en fait. Il joue la montre parce qu'il aimerait une autre destination en fait que Nouveau Château en Angleterre. Bref, dans tous les cas, Scamacca. Évidemment, 16 buts en 36 matchs de Serie A. Bon, déjà 36 matchs, ça vous montre qu'il y a de la régularité. 16 buts, c'est pas trop mal, de bons expected goals. 1m95, donc la première de ses qualités, enfin,
qui est à mettre en corrélation avec le PSG, c'est le jeu de tête. Quand tu sais, un, qu'on n'a pas ce genre de profil au sein du club, et que deux, ça permettrait de bonifier quand même certains de nos joueurs. On pense en premier à nos latéraux, Nuno Mendes et Achraf Hakimi. Mais peut-être aussi tu peux envisager Marco Verratti ou alors recruter un milieu capable de centrer depuis le demi-espace. C'est quelque chose qui peut s'envisager. Manchester City le fait. Si tu recrutes un joueur, je sais pas, je prépare une vidéo justement sur le milieu de Rennes, Lovro Maher. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, désolé. Mais voilà, c'est quelqu'un qui se projette, un 8-10 comme ça. Bon, alors l'exemple parfait, ce serait Paul Pogba, mais on sait tous qu'avec Luis Campos, c'est plus que refroidi. Mais des centres depuis le demi-espace, ça peut s'envisager. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as personne pour les reprendre. À un moment donné, en début de saison, je crois notamment, Kylian Mbappé marquait de la tête un petit peu et tentait. Mais ça s'est un petit peu estompé. Et globalement, on n'a personne, un, pour reprendre de la tête, et deux, pour avoir un petit peu de présence dans la surface. Scamacca a ce profil. Alors, avec les joueurs comme ça, qu'on ne connaît pas trop, tu es souvent tenté de faire des comparaisons. Trucmuche, Darwin Nunez, là, il ressemble à Edinson Cavani. Lui, il ressemble à Icardi. Non, c'est faux, il ressemble à Zlatan, il ressemble à machin. Bon, on va s'éloigner de tout ça et on va vraiment parler que de lui, tout simplement. Donc déjà, sur les coups de pied arrêtés et sur des situations de centre, tu peux compter sur lui. C'est un vrai avant-centre qui joue vraiment sur la verticale. C'est-à-dire qu'il ne va pas occuper que le dernier tiers. Il n'est pas nonchalant dans les courses. Il redescend un petit peu, évidemment, mais il ne va pas aller sur les côtés, par exemple. Il ne va pas dézoner en tant qu'ailier. Il va redescendre au milieu pour, je ne sais pas, être un bon point d'appui. Quelqu'un à qui, évidemment, tu peux passer la balle parce qu'il en fera quelque chose. Alors, techniquement, il est limité. C'est une réalité. Ça, personne ne pourra le nier. Il n'est pas non plus nul à chier. Hein. C'est pas non plus un cancre. Il est capable d'avoir un bon gelon. D'abord, ça c'est une première de ses caractéristiques. En termes de dribble, on va pas se mentir, c'est pas trop ça. En termes de passe, il vaut mieux, et c'est ce qu'il fait, jouer en première touche, en première intention, en une touche tout simplement. Donc ça, il le fait pas mal. C'est bien, ça fluidifie un petit peu les circuits de balle quand tu sais qu'au PSG, tu as les Neymar, Messi qui ont tendance à trop la toucher. Et puis pour conserver la balle, bon, 1m95, physiquement, les appuis sont bons, le haut du corps est bien utilisé, athlétiquement, il est pas trop mal. Et puis pour s'adapter à la Ligue 1, bah, tu sais très bien qu'il faut quand même un certain niveau au niveau des épaules, des bras et tout ça. Donc il l'a bien sûr. Et puis la finition, parce que c'est ce qu'on recherche avant tout chez un buteur. En fait, pour moi, il a vraiment les deux caractéristiques du buteur qu'on doit avoir. Le jeu de tête et dans la surface. Après que le mec aille hors de la surface, fasse des trucs... Non. Voilà, déjà, concentrons-nous là-dessus. C'est vraiment le profil qu'il faut. Il finit beaucoup plus dans la surface qu'en dehors. Hein. Il ne tente pas beaucoup en dehors, même s'il a une frappe qui est quand même assez puissante. Il est capable de finir avec toutes les surfaces de son pied. Et évidemment, c'est un renard. Voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise les déplacements, se faire oublier par les défenseurs, créer des espaces aussi pour ses partenaires, parce que dans son équipe, il a quand même certains ailiers à qui il faut quand même faire de l'espace. Donc ça, c'est plutôt un bon point. Voilà. Après, c'est vrai que 16 buts en 36 matchs, c'est pas non plus des statistiques affolantes, surtout pour un numéro 9 vraiment pur et dans le football moderne. Mais à un moment donné, arrêtons-nous au profil. Et vous savez très bien que les statistiques, j'en parle jamais dans mes vidéos, je les cite jamais parce que j'aime pas ça. Regardez les statistiques, j'ai abandonné les maths en seconde, donc je crois que ça parle pour moi. Les chiffres, j'en ai rien à branler. Donc voilà. C'est un profil assez intéressant. Maintenant, c'est vrai que 40 millions, je les mets sur quelqu'un d'autre, pas sur lui. Et puis évidemment, l'expérience, tu iras la chercher ailleurs. Quoi. Tu l'auras pas trop ici, peut-être chez ton ailier, mais dans tous les cas, faire un pari au poste de buteur, bon, ce serait s'inscrire dans la lignée de la politique voulue par Luis Campos, et ce ne serait pas dénué de sens. Tout simplement parce que tu as Kylian Mbappé qui est vraiment la valeur sûre en fait, à ce poste-là. Tu as Messi et Neymar qui peuvent jouer dans ces registres. Pour moi, la grosse pression qu'on a, c'est plus au niveau du poste d'ailier. Là, va vraiment falloir faire un bon choix. Et défensivement, il a un bon bagage défensif en termes de pressing, récupération, interception. Et pour redescendre aussi, il n'est pas trop mal. Après, il a joué dans des équipes qui sont du milieu de tableau, voire qui jouent le maintien. Et le problème, c'est que ces statistiques défensives, quand tu joues dans une équipe qui est championne et qui joue la Ligue des Champions, forcément, ça va descendre en fait.
Défensivement, son apport sera moindre par rapport à ce qu'il fait aujourd'hui parce qu'il est dans des équipes qui sont vouées à ça. Mais dans tous les cas, il a un bon bagage. Tu peux compter sur lui. Ça aussi, c'est quelque chose de pas trop mal. Voilà, renseignement pris sur Scamacca. Voici un petit peu le profil auquel on a affaire. Bon, personnellement, il n'y a pas 36 000 numéro 9 en fait. Et aujourd'hui, c'est un poste où il faut être inventif. Pour moi, c'est là où il faut coller le mot opportunité, par exemple. Au poste d'ailier au milieu de terrain, vraiment, je militerai toujours pour recruter un gros joueur, un nom, tout simplement. La classe mondiale, comme j'aime bien le dire. Par contre, au poste de buteur, c'est vrai que là, bon, il va falloir un petit peu de créativité. Bref, d'ailleurs, on a Robert Lewandowski qui est quand même en train de pisser sur le Bayern dans ses déclarations. Et il nous montre quand même que l'institution des autres clubs, bah, finalement, n'a pas grand-chose à envier au PSG, parce que c'est quand même des déclarations qui sont très lourdes de sens. Voilà pour cette vidéo. Dans tous les cas, en attaque, on est soulagé de la prolongation d'Mbappé. Et il y a aussi un autre point. C'est Neymar et Messi. Moi, je persiste, il faut délibérer entre un des deux, en fait. Il faut qu'un des deux parte et il faut faire un choix. On ne peut pas avoir un projet sportif, tactique avec l'un des deux. Alors, évidemment, quand tu es objectif, tu te dis Messi, 1 an de contrat, Neymar, sous contrat jusqu'en 2026, le choix est vite fait. Mais de l'autre côté, Messi, bah, en fait, Messi, tu crois plus en lui que Neymar, parce que Neymar, ça fait longtemps qu'il est là. Franchement, on attend quoi de lui pour la saison prochaine? Neymar, on n'attend plus rien. Messi, il y a quand même de grosses attentes. Et évidemment, bon alors il a été associé à Chelsea, Neymar, dernièrement. C'est pas dénué de sens. Parce que quand tu vois, déjà, tu as Tourelle qui veut un petit peu refaire son attaque, qui s'entend très bien avec lui. Je pense que c'est pas illogique de voir Tourelle le demander à sa direction. Et puis surtout, il y a eu le rachat de Chelsea par un Américain. Et si tu te mets à la place d'Éricain, là-bas, ça fonctionne comme ça. Quand tu rachètes un club, il te faut un petit peu une tête de gondole, un marketing, une vraie marque. Alors en France, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est un petit peu dépassé. Neymar, son image est complètement écornée, c'est plus de critiques que de louanges, et on a l'impression que plus personne achète son maillot en France. Mais à l'international, c'est pas ça du tout, tu vois. Les mecs, c'est toujours un potentiel monstrueux en termes de marketing Neymar, et parce qu'ils ont été rachetés par des Américains, je pense que, voilà, c'est... En fait, la seule chose qui peut mettre un petit peu des bâtons dans les roues là-dedans, ce serait la dame là qui dirige, je ne sais plus comment elle s'appelle, je ne sais pas d'ailleurs si elle restera, mais dans tous les cas, et pour moi, il n'y a que elle qui pourrait être un obstacle au sein du club. Et les supporters de Chelsea, s'ils font une fronde anti-Neymar, parce qu'on sait aussi que c'est un joueur qui a la trentaine, qui coûte très cher, qui a quand même des défauts d'investissement évidemment, et qui aujourd'hui... reste sur une saison en dents de scie, on va pas se mentir, il fait des statistiques, mais en fin de saison, et contre les équipes vraiment du bas de tableau, quoi. Vraiment, hein. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Mais dans tous les cas, pour moi, il faut délibérer entre Messi et Neymar. Il faut en virer un des deux. Après, ça ne se fera pas de toute façon. Les deux resteront parce que, évidemment, ils sont trop bien ici, hein. Il y a les passes droits, il y a le salaire, il y a la Coupe du Monde qui arrive et qui est à préparer. Et c'est pour ça que la saison prochaine, Messi partira au terme de son contrat. Et on n'aura que Neymar en joueur de ce style. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas à poser un like si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis on se retrouve évidemment très prochainement pour parler de toutes les informations du PSG. Bonne soirée à tous, ciao les amis. Et puis on espère que ça va accélérer un petit peu avec des officialisations. Luis Campos déjà, le licenciement de Leonardo, Pochettino qui continue à faire sa tournée des médias en défendant son bilan. On sait très bien qu'il veut son indemnité. Il rappelle qu'il a 1 an de contrat pour bien montrer à sa direction qu'il faudra la payer pour le virer. Il a même dit qu'on a gagné la Ligue 1 comme Manchester City a gagné la Première Ligue. C'est pour vous dire quand même. Il est très inventif là-dessus, c'est vrai. Il est plus inventif là-dessus que pour faire des choix ou évidemment des animations tactiques. Bonne soirée à tous.